La discrétion est fortement recommandée. Le contenu suivant est uniquement destiné à des fins éducatives et de divertissement. Ce que vous allez lire est le compte-rendu textuel d'un témoignage devant un tribunal fédéral lors du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Presse du Centre-Ville. Personne ne s'attendait à ce que ce nom revienne dans un tribunal fédéral et certainement pas comme témoin. Mais au 9e jour de ce qui était déjà devenu l'un des procès les plus sensationnels de ces dernières années, la salle d'audience sombra dans un silence stupéfait lorsque Bill Cosby, décharné et les yeux cernés, fut conduit à la barre. Sa voix était assurée. Son propos était clair. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait accepté de témoigner, Cosby n'a pas hésité. Il s'est tourné vers le jury, l'a regardé droit dans les yeux et a déclaré. Parce que ce qu'il a fait me fait passer pour un amateur. Le sursaut qui suivit fut instinctif, primitif, un soupir collectif de la presse, du jury et même du juge. Ce qui suivit fut tout simplement sismique, une déclaration de témoin qui non seulement s'écartait du récit de l'accusation, mais en oblitait la portée. Les propos de Cosby révélèrent de nouvelles couches d'ombre des détails que le gouvernement n'avait même pas soumis. Alors pourquoi cette icône déshonorée longtemps silencieuse, longtemps enfouie sous son propre scandale était-elle désormais celle qui pointait Diddy du doigt? Que savait-il que personne d'autre ne savait? Le moment est venu sans prévenir. L'accusation a discrètement remis une enveloppe scellée au juge. Sur la couverture, l'intitulé énigmatique, ordre de comparution, niveau Oméga. Des murmures ont parcouru la salle d'audience. Lorsque le juge a annoncé le nom à la défense, plusieurs avocats auraient ri, jusqu'à ce que le juge les regarde dans les yeux et dise clairement « recevable ». La pièce se figea. Le nom à l'intérieur était Bill Cosby. Le monde ne l'avait pas vu en public depuis sa sortie de prison controversée. La plupart pensaient qu'il ne réapparaîtrait jamais, et encore moins devant un tribunal. Son nom était devenu synonyme de déchéance, son héritage étant entaché par une honte juridique et morale. Mais il s'avère que Cosby avait été assigné à comparaître des mois plus tôt, l'ordonnance ayant été remise en main propre dans le plus grand secret. Pourquoi? Parce qu'un informateur du FBI, issu de l'époque où Cosby était en prison, avait prévenu les autorités, Cosby avait connaissance, et peut-être même des preuves, d'activités liées au cercle intime de Diddy. Au début, Cosby était resté silencieux. Mais quelque chose a changé à la lecture des noms impliqués ou des noms familiers issus des cercles d'élite qu'il avait fréquentés. Selon son équipe juridique, il ne s'agissait pas de rédemption, mais de dégoût. D'avoir été témoin d'une telle dépravation qui, selon ses propres termes, me faisait passer pour un amateur. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, plus maigre et plus frêle que dans les souvenirs du monde, il serrait contre sa poitrine un carnet de cuir usé presque comme un texte sacré. Il ne sourit pas. Il ne hocha pas la tête. L'accusation le salua avec un respect solennel. L'équipe de Diddy, quant à elle, oscillait entre dédain et effroi. Au moment où Cosby a prêté serment, toute la teneur du procès a changé. Pour de nombreux observateurs, ce fut un moment empreint d'ironie, un homme dont les crimes avaient autrefois horrifié le monde servait désormais de témoin clé. Mais l'accusation avait une raison bien calculée. Si Mémé ait trouvé les actions de Diddy monstrueuses, à quel point l'Empire était-il pourri? Cosby a parlé sans théâtralité, sa voix était claire et nette. Je sais ce que j'ai fait, dit-il. Mais ce que j'ai vu, m'a fait froid dans le dos. Je me suis tu, car je pensais que personne ne me croirait. Mais maintenant? Ils doivent me croire. La salle s'est penchée. Une bombe venait d'être larguée. Le 2e jour du témoignage de Cosby a débuté sous une ordonnance du tribunal interdisant les caméras, mais la galerie était bondée. Les journalistes étaient figés, les doigts crispés sur leurs stylos. Même le juge paraissait inhabituellement tendu. Cosby ajusta son micro. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de ce qu'il allait revivre. Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire un jour, commença-t-il. Mais si je ne le fais pas, vous ne comprendrez jamais à quel point cette corruption est profonde. Il a décrit un rassemblement en 2013 dans une propriété isolée près de Los Angeles, présenté comme un lieu de retraite pour l'industrie musicale. Cosby a admis y avoir assisté pour s'attirer les faveurs de sa fille pour sa carrière musicale. J'ai pensé que je sourirais, que je serrerais quelques mains, que je ferais la routine du vieil homme, a-t-il déclaré. Mais dès la première heure, il a su que quelque chose n'allait pas. Téléphones interdits. Photographes interdits. Publicité interdite. Et puis j'ai remarqué, des filles qu'on faisait passer par l'arrière. Aucune d'elles n'avait l'air d'avoir envie d'être là.
Il marqua une pause. Une pointe d'amertume s'insinua dans sa voix. Je connais ce regard. Je l'ai vu. Dans le miroir. Il a décrit son entrée dans l'un des salons privés et insonorisés. S'attendant à de la musique et du champagne, il a trouvé une file de jeunes femmes, certaines d'un accent grave, peine 18 ans, visiblement nerveuses, attendant près d'un rideau de velours. La sécurité a inspecté la pièce. Cosby a entendu l'un des assistants de Didi, appelé simplement « K », murmurer à un autre homme. Les Kolb ne veulent que des choix rouges. Ceux qui savent rester discrets. Surpris, Cosby quitta la pièce, pour tomber sur Didi quelques instants plus tard. Il a souri comme un roi. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a répondu, « Toi, plus que quiconque, tu ne devrais pas poser cette question. » Un autre halètement audible parcourut la cour. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai prévenu personne. J'ai rationalisé. Mais maintenant? Je sais que ce n'était pas une fête. C'était une épipline. Cosby a affirmé avoir reçu plus tard un cadeau, une montre vintage et une note manuscrite de Didi qui disait « Les vrais hommes gardent des secrets ». Cette note a été déposée comme preuve sous la code 43B. Il s'est tourné vers le jury. Je me prenais pour un monstre. Mais lui? Il me donnait l'impression de faire des tours de passe-passe. Ce n'était pas une question de sexe. C'était une question de contrôle. Le silence enveloppa la salle d'audience comme un linge de deuil. Le troisième jour, Cosby revint plus frêle qu'avant, les jambes enveloppées dans une couverture, les yeux enfoncés et rouges. Pourtant, il insista pour témoigner. Son emprise ne quitta jamais ce même carnet en cuir. « Je dois vous parler des tunnels », dit-il. Il a décrit un deuxième événement en 2014, une after-party privée à Miami pendant Art Basel. Il était réticent à y assister, mais la pression sociale a prévalu. Une fois sur place, un employé lui proposa une « vraie visite ». Cosby s'attendait à une cave à vin. Au lieu de cela, il fut conduit à un ascenseur dissimulé. 2 codes de sécurité plus tard, ils descendirent sous le manoir. Pas de caméra. Mur en ciment. Ça sentait l'eau de Javel et autre chose. Il fut conduit dans une salle de visionnage, vitres épaisses, murs insonorisés, écran encastré dans le béton. Soudain, une cassette se mit à jouer. J'ai regardé 10 secondes, a déclaré Cosby en tremblant. Une fille pas plus de 20 ans en pleurait. Quelqu'un hors champ la guidait. Puis, quelqu'un est entré avec une chaîne Didi. Cosby a immédiatement exigé l'arrêt de la diffusion. Ils ont obtempéré, mais pas avant que l'un d'eux ne déclare. Il aime revoir les meilleurs. Il serra plus fort son carnet. C'est là que j'ai réalisé que j'étais au cœur de quelque chose de plus sombre que tout ce que j'avais jamais connu. Il s'en fichait. Il se recherchait pour que je voie. 2 jours plus tard, un inconnu interceptait Cosby à son hôtel. Pas un mot, juste une enveloppe. À l'intérieur, une photo de Cosby, assis dans cette même salle de visionnage. En haut, on pouvait lire. Même les fantômes ne parlent pas. Il n'en avait jamais parlé à personne. Jusqu'à maintenant. Je croyais avoir vu le mal, a déclaré Cosby au jury, la voix déchirée par l'émotion. Mais non. Jusqu'à ce que je le rencontre. La salle d'audience était plongée dans un silence haletant tandis que Bill Cosby s'agitait légèrement à la barre des témoins. Malgré la lourdeur de son passé, sa voix était posée, alourdie non par la culpabilité, mais par quelque chose de plus profond, le poids du souvenir. Ce que j'ai vu, commença-t-il d'un ton calme mais grave, n'était pas seulement une fête. Il marqua une pause, balayant du regard la galerie silencieuse. C'était différent. Quelque chose de soigneusement dissimulé sous des couches de velours et d'or, sous l'illusion de la musique, du glamour et de l'excès. Mais une fois à l'intérieur, le masque tombait. Cosby a raconté, avec des détails saisissants, comment certains événements prestigieux organisés par Sean, Didi, Combs portaient des noms énigmatiques, Crimson 10, Pulse 5, White Rapture. Il ne s'agissait pas seulement de titres tape à accent grave l'œil réservés à l'élite, selon Cosby, il s'agissait de signaux codés, compris uniquement par les membres du cercle restreint. Personne ne posait de questions, dit-il. On acceptait, sinon on n'était plus invité. Il a affirmé que de nombreuses célébrités étaient présentes à ces événements, souriantes, sirotant du champagne et savourant le luxe, sans se rendre compte, ou choisissant de ne pas se rendre compte, de ce qui se passait autour d'elles. Elles étaient là, les yeux bandés par la gourmandise,
a-t-il dit d'une voix crispée. Verre à la main, sourire aux lèvres, mais tout le monde ne savait pas ce qu'il y avait dans leur verre. Une phrase glaçante lui était restée en tête, un commentaire qu'il prétendait avoir entendu de Didi lui-même, prononcé avec une étrange nonchalance devant un groupe soudé. Ils ne se souviendront pas de ce qu'ils ont signé, cita Cosby, s'ils oublient ce qui s'est passé. C'était une blague, mais Cosby ne riait pas. Puis vint le moment qui rompit le calme de la salle d'audience. Il évoqua une nuit à New York, où il avait vu quelqu'un être transporté hors d'un lieu privé, enveloppé dans une couverture. Pas d'ambulance. Pas de panique. Juste le silence et une danse qui ne s'arrêtait jamais. Alors que la galerie se penchait, Cosby fouilla dans son manteau et, avec une précaution délibérée, déplia une serviette. La salle d'audience respira collectivement en la voyant, à l'encre délavée, les mots « Elle n'a que 17 ans » étaient griffonnés. Cosby a affirmé qu'il s'agissait de l'écriture de Didi, laissée sur une table d'appoint près du bar le soir en question. La réaction fut immédiate et électrique. Des exclamations de surprise résonnèrent. Le juge réclama le calme, mais la salle avait déjà changé. Les rumeurs qui avaient longtemps chuchoté dans l'ombre étaient maintenant exprimées à voix haute, sous serment. La tension dans la salle d'audience devint vive lorsque Cosby se pencha en avant. L'homme autrefois connu pour sa propre chute publique s'exprimait désormais comme quelqu'un qui se confiait à quelqu'un qui avait vécu quelque chose de pire que son passé ne pouvait l'expliquer. Il a ensuite raconté une nuit de 2004, ce qu'il a appelé un cauchemar enveloppé de luxe, qui se déroulait à Miami. J'y suis allé parce qu'on m'y avait invité, commença Cosby d'une voix neutre. Je m'attendais à de la musique, des boissons et aux bavardages habituels du milieu. Mais ce n'est pas ce à quoi je suis tombé. Il a raconté avoir été présenté à un agent d'Hollywood et avoir été informé qu'il rencontrerait une étoile montante, un jeune mannequin venu de France. Au début, il a cru qu'il s'agissait d'une banale entrée dans l'industrie. Elle était censée devenir la prochaine star, a-t-il dit. Mais ce que j'ai vu, elle n'était pas prête pour cette salle. Cosby a affirmé que la rencontre avait eu lieu dans une somptueuse résidence privée. La sécurité était renforcée, tous les téléphones avaient été confisqués à l'entrée et les caméras étaient interdites. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais l'ambiance n'était pas festive. C'était froid. Contrôlé. Les gens ne se mélangeaient pas. Ils observaient. Il se souvient que le mannequin, visiblement nerveux, avait souri poliment lors des présentations, mais s'était vite senti mal à l'aise. Elle a demandé doucement si elle pouvait partir, a témoigné Cosby. L'un des assistants lui a dit de se détendre. Que Didi allait bientôt descendre. Lorsque Didi est apparu, Cosby a déclaré qu'il jouait le rôle de l'animateur avec un charme naturel, telle une personnalité de la télévision qui s'occupe d'une foule. Mais l'ambiance a changé lorsque la jeune fille a de nouveau exprimé son malaise. Il m'a regardé droit dans les yeux, a dit Cosby d'une voix plus basse. Et il a dit, du calme. Elle nous remerciera quand elle sera célèbre. C'est là, selon Cosby, que le point de rupture a été atteint. Je me suis levé. Je lui ai dit qu'il dépassait les bornes. Cosby a dit que Didi avait ri, d'un rire dédaigneux et cruel. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, tu ne sais pas ce que c'est que d'être loin. Et sur le moment, je l'ai cru. Il est parti immédiatement, exigeant que son chauffeur le ramène à l'hôtel. L'accusation a corroboré son récit avec des relevés de voyage et des journaux de bord, confirmant la présence de Cosby à Miami et son départ anticipé à la date en question. Il a conclu cette partie de son témoignage par des mots lourds de sens, c'est ce soir-là que j'ai compris que je n'étais pas l'homme le plus dangereux de la pièce. Loin de là. Tout ce que je croyais savoir sur la célébrité, sur le pouvoir, n'était rien comparé à ce que j'ai vu dans ses yeux ce soir-là. Le silence s'est étendu dans la salle d'audience. Même la défense restait immobile, comme incertaine de la marche à suivre. Le dernier jour de son témoignage, Cosby est revenu à la barre, un épais dossier juridique à la main. Sa posture trahissait le temps qui passait, mais son regard était résolu. Ces lettres, dit-il en soulevant deux vieilles lettres enfermées dans des pochettes transparentes, ne sont pas de moi. Mais elles m'ont hanté tout autant. Il a expliqué que les lettres étaient arrivées anonymement au bureau de son équipe juridique, peu après sa première prise de parole. Les auteurs étaient inconnus, mais leur récit faisait écho à ce qu'ils prétendaient avoir vu. La première était une note manuscrite d'une personne qui disait avoir travaillé comme assistante personnelle et concierge lors de divers événements exclusifs liés au cercle intime de Combs. Cosby l'a lu à voix haute, les mots tremblants mais vivants. On les appelait les filles à la valise. Arrivées par avion de nuit.
Pas de papier. Pas de bagages. J'ai vu un cadre sortir une feuille d'une enveloppe. Des noms, chacun marqué d'un drapeau. On aurait dit un menu. Mais ce n'était pas de la nourriture. J'ai démissionné ce soir-là. Je n'ai pas dormi après. Des halètements parcoururent la galerie. Cosby a ensuite ouvert la deuxième lettre, dactylographiée, structurée et provenant de quelqu'un qui prétendait être un chef cuisinier engagé pour les fêtes privées de Didi. J'ai dû mémoriser 2 menus, disait la lettre. L'un pour les plats, l'autre pour les demandes VIP. Nous utilisions des plateaux à code couleur. Si quelqu'un commandait un plateau platine, les serveurs le savaient, ce n'était pas un dessert. Cosby marqua une pause, puis dit doucement, l'auteur m'a demandé de ne jamais révéler son nom. Mais il m'a demandé de dire sa vérité. Alors aujourd'hui, c'est ce que je fais. Il se tourna vers le juge. J'avais peur de les exposer. Mais la peur est un poison. Et le seul antidote, c'est la vérité. Les lettres ont été présentées comme pièces à conviction 54A et 54B. L'équipe juridique de Didi a immédiatement protesté, demandant un délai pour authentifier les documents, mais le juge a rejeté cette objection, au motif qu'ils avaient été présentés sous serment et que la défense les avait en sa possession. Alors que des murmures se répandaient dans la salle d'audience, quelqu'un murmura, ce ne sont pas des oui-dire. C'est une fenêtre. Et à cet instant, Bill Cosby ne ressemblait plus à une légende déchue ni à une figure controversée. Il ressemblait à un homme essayant, enfin, d'entr'ouvrir une porte longtemps tenue close. Mais alors, une onde parcourut la pièce. Un homme en costume bleu marine repassé entra dans la galerie et prit place discrètement derrière la table de l'accusation. Il ne figurait sur aucun rôle, mais ceux qui le reconnaissaient murmurèrent, c'était un ancien, réparateur, connu dans le milieu pour son travail de nettoyage derrière des personnalités influentes et pour faire disparaître les problèmes les plus complexes. Cosby leva les yeux et le regarda dans les yeux. « Ravi de te revoir », dit-il sèchement dans le micro. Le juge haussa un sourcil, mais Cosby ne broncha pas, il sait ce que je vais dire. L'homme n'a pas parlé, n'a pas prêté serment. Mais sa simple présence a modifié l'atmosphère dans la salle d'audience. L'accusation a confirmé son identité et a noté pour mémoire qu'il avait été assigné à comparaître dans le cadre d'une enquête fédérale distincte en cours, prétendument liée à des transactions commerciales illicites dans le monde du divertissement. Et tandis que la galerie restait figée, beaucoup ont réalisé que le témoignage du jour était devenu plus qu'un simple récit. C'était devenu un jugement. Un miroir tourné vers un monde doré que peu osaient contempler et encore moins avaient le courage de décrire. Cosby inspira lentement, comme s'il se préparait à la gravité du souvenir. Je me souviens de Las Vegas. 2005, commença-t-il d'une voix basse mais ferme. Il y avait un truc appelé l'Emerald Weekend. C'était Didi qui l'organisait. Pas de flyer, pas de partenariat de marque, pas même de rumeurs dans le milieu, juste des invitations. Ou, dans mon cas, une convocation. Il laissa le mot planer, plus lourd que le silence qui suivit. Puis il commença à décrire ce qu'il voyait. Ce n'était pas un événement normal. On n'entrait pas. On était escorté. Tout était voilé, des pièces superposées, des entrées dissimulées derrière de faux murs dans les halls, des ascenseurs qui sautaient des étages qui n'existaient pas officiellement. Il y avait maintenant un silence dans la salle d'audience, le genre de silence qui s'installe lorsque la frontière entre le témoignage et la révélation commence à s'estomper. Certaines chambres étaient inaccessibles sans une deuxième puce intégrée à la carte, poursuivit Cosby. Je suis entré dans l'une de ces suites une fois. Il y avait des écrans alignés le long des murs, des caméras de sécurité, peut-être, ou pire. Des images en boucle. Certaines ressemblaient à des scènes de fête, le chaos des coulisses, des visages flous. Mais d'autres, non. D'autres, on aurait dit, surveillés. Il s'arrêta, le silence devenant cassant. Je n'ai parlé à personne. Je suis juste parti. Mais c'est là que j'ai su, avec certitude, qu'il y avait des enregistrements. La défense se leva, objectant. Oui dire. Pertinence. Authenticité. Le juge accepta, soutenant l'objection, mais Cosby garda son sang-froid. Il contourna les limites, veillant à ne pas enfreindre la procédure, tout en continuant à dévoiler une histoire imprégnée de secrets et de menaces silencieuses. Puis il se tourna vers la galerie et désigna quelque chose du doigt, non pas de manière dramatique, mais délibérée. L'homme qui venait d'entrer, dit-il d'une voix calme, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, Didi n'est pas une personne. C'est un projet.
Je ne comprenais pas ce que cela voulait dire à l'époque. Maintenant, je comprends. À ce moment-là, l'atmosphère dans la salle d'audience avait sensiblement changé. Ce qui avait commencé comme une procédure étrange avait laissé place à quelque chose de plus sombre. La juge, une autorité fédérale expérimentée et réputée pour son expérience dans les affaires de crime organisé, a brusquement décrété une suspension d'audience de 15 minutes. Ce n'était pas seulement pour la procédure. C'était pour respirer. Lorsque le tribunal s'est réuni à nouveau, sa voix était sèche et contenait un avertissement contrôlé. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas pour la consommation, a-t-elle déclaré, en regardant ostensiblement la foule, la presse et le bruit grandissant à l'extérieur. Ces témoignages sont autorisés uniquement pour leur valeur probante potentielle, et non pour leur effet choc. Nous sommes devant un tribunal. Mais le courant avait déjà franchi les murs. Les cases de reportage doublaient à l'extérieur, et les réseaux sociaux étaient submergés de hashtags et de spéculations. Quelque chose s'était brisé. D'anciens employés, des assistants, des visages anonymes autrefois en retrait, se manifestaient désormais, déposant des déclarations anonymes via des portails juridiques cryptés. Puis est arrivé le dossier scellé, remis par l'accusation en silence. À l'intérieur se trouvaient 2 témoignages récents. Anonymes, non vérifiés, mais étrangement cohérents avec le récit de Cosby. L'un parlait d'un entrepôt loué sous un pseudonyme prétendument lié au cercle intime de Combs. L'autre faisait allusion à ce qu'on appelait les « vaults réels », des enregistrements audio et vidéo enveloppés de mythes, transmis à voix basse. La juge examina brièvement le contenu, visiblement perturbé. Elle déclara que les documents resteraient provisoirement en chambre, non encore admis comme preuve. Mais même sans reconnaissance formelle, la salle d'audience sentait la gravité s'abattre sur tout. Quelque chose de plus grand faisait surface. Cosby se pencha une fois de plus vers le microphone, sa voix plus basse, non plus teintée de tension mais de quelque chose de plus proche de la résignation. « Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et ce n'est même pas de lui, dit-il en jetant un coup d'œil vers le fond de la salle d'audience. Je suis ici uniquement parce que la peur a cessé de faire effet. Les paroles n'étaient pas peaufinées. Elles n'avaient pas été répétées. Mais elles n'avaient pas besoin de l'être. Ce qui importait, ce n'était pas la manière dont il les disait, mais le fait qu'il les disait tout court. Il regarda maintenant autour de la salle, ses yeux s'attardant non pas sur le juge ou les avocats, mais sur personne et sur tout le monde à la fois, comme s'il ne savait pas qui avait le plus besoin de l'entendre. « Je ne suis pas ici pour demander pardon, » ajouta-t-il doucement. « Je ne suis pas ici pour vous dire que je suis irréprochable. Je suis venu ici parce que j'ai enfin compris la différence entre une erreur et une machine. » Puis il parla du pouvoir. Non pas avec des slogans ou des formules toutes faites, mais avec la lucidité lasse de quelqu'un qui l'avait vu de près. Le pouvoir isole. Il déforme. Il se nourrit du silence. Et je l'ai nourri. Nous l'avons tous fait. Chaque fois que nous avons tourné le dos. Chaque fois que nous avons dit, c'est le prix à payer pour faire des affaires, nous l'avons contribué à se développer. Il prit un dernier souffle. Et puis vint sa dernière phrase, simple, solennelle et destinée à survivre au mur qui tentait de la contenir. Si c'est ce qu'il faut pour l'arrêter, alors que mon nom soit le dernier que vous ayez à prononcer dans ce contexte. Il se leva. Lentement. Avec intention. Il n'attendit pas qu'on le congédie. Il ne demanda pas la permission. Et la salle d'audience, remplie de personnes qui avaient ricané, halté ou levé les yeux au ciel quelques instants plus tôt, resta plongée dans un silence total et troublant. Aucun coup de marteau ne retentit. Personne ne murmura. Seuls des pas réguliers. Faiblissants. Et dans ce silence, quelque chose a changé. Car le silence, le vrai silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de la vérité.